Bonjour à tous, ici Camille de la chaîne Corbeau Blanc, naturopathe en devenir. Je vous aide à vous reconnecter, à retrouver votre lumière intérieure en vous aidant à trouver des solutions pour guérir vos corps physiques, émotionnels, psychologiques. Il y a des méthodes naturelles évidemment. Aujourd'hui, on va aborder le sujet de la fausse couche pour ce premier podcast. Podcast donc qui va me demander pas mal de choses d'un point de vue d'émotions à transmettre et à sortir de moi-même, étant donné que j'ai vécu cette situation et que c'est pas évident d'en parler. D'autant plus que j'ai eu ma fausse couche pendant des années. Donc le but de ce podcast, c'est d'aider les personnes qui vivent une fausse couche ou ont vécu une fausse couche. Pareil pour l'IVG, parce que je vais vous regrouper dedans personnes qui avaient pratiqué une IVG, même si vous avez choisi. Je sais, pour connaître justement des personnes qui ont eu recours à cette pratique, que les dégâts psychologiques et émotionnels sont les mêmes que chez les personnes qui font des fausses couches. Si vous n'avez vécu ni fausse couche, ni IVG, restez, que vous soyez homme ou femme, ça peut vous aider à comprendre ce qui peut se passer d'un point de vue émotionnel et psychologique chez les personnes qui le vivent, et ça peut vous aider à aider justement un de vos proches qui vit cette situation et vous ne savez pas comment réagir. Donc voilà, restez avec nous. Je voudrais faire le point déjà d'un point de vue statistique, pragmatique, on va dire de manière très peu émotionnelle finalement, voir un petit peu la fausse couche, comment ça se passe et est-ce que vraiment il y a si peu de fausses couches que ça. Parce que pendant longtemps, j'ai pensé que la fausse couche restait quelque chose d'anecdotique, c'était plus courant quand au siècle dernier, par exemple, au début du XXe siècle, où on avait plus de mal à garder les bébés. Il faut quand même savoir qu'aujourd'hui, il y a 23 millions de fausses couches par an dans le monde qui sont recensées. Donc ce sont des chiffres que j'ai eus dans un article de Libération du 27 avril 2021, donc c'est très récent, ça a moins d'un an. Ça fait quand même 15% du total des grossesses qui sont interrompues. Encore une fois, dans le monde, c'est un nombre mondial, international. Ça fait, si on ramène ça sur un nombre journalier, ça fait 44 fausses couches par jour. Et une femme sur 10 est concernée par la fausse couche. C'est quand même un nombre, voilà, on est loin, voilà. En tout cas, les personnes qui vivent la fausse couche, dites-vous bien qu'on est très loin d'être seul. J'insiste là-dessus parce que quand on vit une fausse couche, on se sent très seul. On se sent démuni, on est sidéré par ce qui se passe, forcément, comme tout traumatisme, on se sent sidéré et on se sent seul, parce que personne ne nous a préparé à ça. La société ne parle pas de la fausse couche. Et la société ne reconnaît pas la douleur liée à la fausse couche et ne la légitime pas et ne reconnaît même pas l'enfant que vous avez perdu. Donc ça, on y reviendra un peu plus tard. Donc ça crée forcément des impacts psychologiques et physiques qui sont quand même importants, et pourtant ils sont minimisés par la société. C'est ce qui crée aussi plus de problèmes, je pense, que ce que ça devrait. Parce que non seulement on doit gérer avec notre propre douleur, mais en plus on a l'impression qu'il faut toujours justifier qu'on soit mal, alors qu'il n'y a rien à justifier. Et aussi, je précise que si vous avez fait une fausse couche ou une IVG et que vous le vivez bien, vous avez le droit. Parce que je dirais que c'est mieux pour vous psychologiquement si vous le vivez bien. Attention aussi au déni, parce que des fois il peut y avoir des dénis par rapport à ça. Mais vous avez le droit de vous sentir tout à fait à l'aise avec le fait que vous ayez vécu une fausse couche ou une IVG. C'est tout à fait ok.
Ce qui est intéressant de savoir, c'est pourquoi il y a un tabou autour de ce sujet. Alors, il y a une hypothèse sur la mentalité des siècles précédents où quand on vivait une fausse couche, donc en général c'était dans le premier trimestre, on appelait ça un retour de règles, donc on minimisait la chose. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la plupart, encore des femmes n'annoncent pas la grossesse au cours du premier trimestre. Ça vient de là. Et quand on vous disait que vous étiez enceinte, que voilà, il y avait l'arrêt des règles, on vous disait de ne pas faire de sport et de ne pas avoir de rapport sexuel. De manière générale, tout ce qui pouvait, quelque chose un peu de physique et qui vous faisait plaisir. Parce que si vous perdiez l'enfant, on vous tenait pour responsable de la fausse couche. Et du coup, vu que vous êtes responsable, vous êtes même coupable. On n'est pas sur de la responsabilité, on est sur de la culpabilité. Vous êtes coupable d'avoir perdu l'enfant. Donc, vous n'avez pas le droit d'être mal. Voilà l'idée. Donc inconsciemment, c'est encore ancré dans les mémoires, parce qu'il faut savoir qu'on a des mémoires transgénérationnelles. Et forcément, il y a aussi cette impression d'échec, parce que si on vous culpabilise comme ça, vous sentez un peu comme une merde, parce que vous dites, mon corps, pourtant il est en bonne santé, mais il ne tient pas l'enfant, donc voilà, je suis coupable. Vous aussi, vous vous persuadez que vous êtes coupable. Peut-être que même vous n'êtes pas capable d'être mère, vous seriez peut-être une mauvaise mère. Ça, c'est des choses qui arrivent à votre esprit quand vous vivez une fausse couche. Et presque voilà, vous vous dites, vous le méritez. C'est l'idée, c'est de la culpabilisation. Donc ça, c'est pour une partie du problème. Et à côté de ça, la société est en déni. D'ailleurs, comment ça s'appelle, Nathalène Séjourné, qui est chercheuse en psychologie, avait été interviewée le 7 décembre 2018 dans Elle Magazine à propos du sujet de la fausse couche, pour commencer aussi un peu à faire réagir la société. Arrêter de faire tout un tabou autour de ça, de déculpabiliser les femmes qui le vivent, parce que on ne devrait pas se sentir coupable de vivre une fausse couche. L'idée, c'est que dans la société actuelle, on nous prépare en fait à vivre la grossesse de manière très heureuse, et on occulte les complications. Et par complications, donc, il y a la fausse couche, entre autres. Et il y a les morts-nés aussi, qui pour moi je les rassemble un peu dans les fausses couches, parce que vu que l'enfant n'est pas né à terme, n'était pas viable, pour moi c'est une fausse couche, peu importe le terme. Et on ne prépare pas non plus à la dépression postpartum, donc je ne vais pas me m'étendre sur la dépression postpartum, puisque n'étant pas mère aujourd'hui, je la connais pour avoir déjà vu des femmes de mon entourage la vivre, mais moi je ne la connais pas à proprement parler, je ne l'ai pas vécue en tout cas. Mais ce qui revient, que ce soit dépression postpartum et la fausse couche, c'est qu'il y a très peu d'accompagnement psychologique. Alors après, dans le cadre de la fausse couche où on s'isole et qu'on n'en parle pas, c'est compliqué d'aider quelqu'un qui ne veut pas discuter de ça, mais en tout cas quand les personnes se mettent à en parler, et souvent ils en parlent d'abord à leur entourage, il y a des fois des très mauvaises réactions, il y a beaucoup de jugements autour de ça, et forcément la personne, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se replie sur elle-même et elle arrête d'en parler. C'est pour ça qu'après on va voir un petit peu comment réagir quand vous avez une personne qui vous annonce ça, qu'elle vit une fausse couche, ou en tout cas qu'elle l'a vécu, même si c'est des années après. Voilà, comment on réagit, ne pas minimiser la douleur de la personne, c'est important. Après, voilà, il faut déjà jauger la réaction aussi
de la personne pour avoir une idée de comment... je dis bien avoir une idée, hein, parce que des fois les personnes réagissent pas ou très très peu et on a l'impression qu'elles ne souffrent pas. Hein. Des personnes qui sont très très douées pour cacher leurs ressentis. Mais voilà, il peut y avoir des réactions très différentes. Donc le détachement, en tout cas, on a l'impression que la personne est détachée. Bon, il faut quand même pas omettre que le 51% des femmes, donc ça fait une femme sur deux, fait une dépression après une fausse couche. Donc, ça inclut les fausses couches au premier trimestre, hein, parce que vous allez voir, on va parler un petit peu de ça aussi, c'est que en fonction de la date à laquelle c'est, enfin en tout cas en fonction du nombre de mois ou de semaines de grossesse à laquelle s'est produit la fausse couche, c'est plus ou moins la même chose, mais en tout cas plus vous étiez proche du terme, plus on considère que c'est douloureux, moins vous étiez proche du terme, plus on s'en fout. En gros, c'est un peu ça, bien que les personnes qui vivent des fausses couches tardives, on s'en fout quand même aussi un petit peu. Enfin, on s'en fout dans le sens où la société est quand même beaucoup en déni dessus. Donc, les choses en fait qu'il faut savoir, c'est que on a des phrases, moi je les ai classées comme phrases insupportables, où on va vous dire par exemple, alors moi, on m'a souvent dit, alors souvent, j'en ai pas parlé à énormément de gens, mais c'est vrai que quand on a commencé un peu à en parler, on m'a dit amas de cellules en parlant du petit haricot que j'ai perdu. Voilà. Donc j'ai dit petit haricot parce que l'interruption de grossesse, enfin la fausse couche, hein, s'est faite à 7 semaines, 7 ou 8. Alors ça date, hein, ça fait plus de 10 ans. Mais voilà, il me semble que c'était 7. Voilà, j'ai un doute sur 7 ou 8, mais en tout cas, du coup, l'embryon était de la taille d'un gros haricot. C'est pour ça que je l'appelle le petit haricot. Qu'est-ce qu'on va entendre? C'est que, c'est vrai que c'est dans mon cas, hein, c'est qu'un début de grossesse, c'est que le premier trimestre, voilà, comme si ça minimisait les choses, comme si vous n'aviez pas le droit d'avoir de la peine, parce que c'est un début de grossesse, c'est qu'encore une fois, ce n'est qu'un amas de cellules. Et on va aussi vous dire que la nature fait bien les choses. Ça, c'est une phrase qui est horripilante. Et si vous avez envie de la penser, cette phrase, parce que moi je la pense, hein, je la pense pour mon propre cas, parce qu'au vu de la situation de l'époque, effectivement, la nature a bien fait les choses, mais c'est moi qui juge ma propre situation. J'estime que les autres en face n'ont pas leur mot à dire. Voilà. Et je pense réellement que quand vous vivez des choses comme ça, vous avez le droit de vivre les choses, vous dire que c'est que la nature a bien fait les choses. Par contre, les autres n'ont vraiment pas leur mot à dire. C'est vous qui ressentez. C'est un peu compliqué. Et justement, si on revient sur le fait que les grossesses qui sont interrompues plus ou moins tôt, vu que par exemple l'IVG, si je me souviens bien, c'est au stade embryonnaire en France qu'on est autorisé de la pratiquer. Ça veut dire que vous pouvez pratiquer une IVG jusqu'à 3 mois. Parce qu'on considère, d'un point de vue médical, vu que c'est un embryon, que ce n'est qu'un amas de cellules, c'est pour ça que ça revient, que forcément, quand vous vivez la fausse couche, c'est pareil, on part du principe que vous ne le considérez comme un amas de cellules. Or, dans les deux cas, que vous viviez une fausse couche dans le premier trimestre ou vous fassiez une IVG, c'est pas parce que la science, d'un point de vue médical, on vous dit que c'est un amas de cellules, que c'est pas vivant. Donc, dans les deux cas, vous avez le droit d'être impacté. C'est vous qui vivez la chose. Parce que si on continue sur un point de vue très pragmatique, parce que moi, c'est vrai que j'aime bien le pragmatisme, mais il ne faut pas oublier qu'on est humain. Vous qui m'écoutez, vous êtes adulte, vous n'êtes qu'un amas de cellules vivantes, mais vous n'êtes qu'un tas un tas de cellules. Donc, en partant de ce principe-là,
Il n'y a pas plus de légitimité à avoir de la tristesse, à mal vivre, à avoir du mal à faire son deuil d'un bébé de moins de 3 mois que d'un enfant de 10 ans, que d'un proche de 50 ans ou de 90 ans. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de règle pour justement pour souffrir, pour avoir mal. Le deuil est quelque chose de très personnel. Chacun le vit comme il peut. Et la perception qu'on a justement avec la mort est vraiment propre à chacun. Et le fait de ne pas reconnaître, que la société ne veuille pas reconnaître que c'est douloureux, je dirais que ça ajoute une couche, dans le sens où, par mimétisme, certaines personnes se permettent des réflexions très, très déplacées, et notamment des femmes. Moi, je sais que j'ai eu plus de réflexions déplacées de la part de femmes que d'hommes. Donc j'en ai eu aussi d'hommes, mais si je compte, j'ai eu plus de réflexions inappropriées, donc maladroites, voire malveillantes de certaines femmes. Et y compris de mères, ce qui est assez fou, je trouve. Voilà. Tout simplement parce que vous avez eu une fausse couche et que la personne en face peut-être est mal à l'aise avec le sujet. Donc bon, c'est assez compliqué à vivre. Et quand je vous disais, quand on se sent pas reconnu, on se sent pas légitime en fait, c'est ça, on se sent pas légitime d'avoir mal. Et j'ai déjà entendu, on m'a fait la réflexion, on m'a dit quand est-ce que tu vas arrêter de pleurer, quand est-ce que ça va passer? Mais en fait, mais j'en sais rien. Vous pouvez pas savoir combien de temps ça va prendre votre deuil, peut-être que ça passera jamais. Il y a des personnes qui le vivent très très mal et elles le vivent toute leur vie. Il y a des personnes qui mettent moins de temps, chacun son rythme, et en fait c'est ok. C'est vous qui avez mal. Donc si la personne en face, elle n'est pas capable de supporter le fait de savoir que vous alliez mal, c'est son problème en fait. C'est pas à vous de gérer. Donc je vous dis pas de lui mener la vie dure, hein, absolument pas. Mais lui non plus, la personne en face, n'a pas à vous mener la vie dure avec ses propres jugements, parce qu'elle n'est pas capable de gérer ça. Et le problème, je dirais, c'est qu'il y a beaucoup de jugements autour de la fausse couche, et ça n'aide pas à faire le deuil, parce que ça vous conforte dans l'idée que vaut mieux vous isoler que d'en parler. Alors après, je dirais que vous n'êtes pas obligé d'en parler, parce que effectivement, quand vous êtes jugé, ça ne fait que envenimer le problème, puis vous vous sentez encore plus mal parce que vous culpabilisez donc déjà d'avoir perdu votre enfant, et vous culpabilisez parce que vous vous dites en fait je devrais déjà avoir remonté la pente, sauf que c'est pas ça, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et je dirais que il faut s'assumer un moment et dire écoute, si t'es pas capable d'entendre ça, et c'est pas mon problème. J'en parlerai avec quelqu'un d'autre, mais je te permets pas en tout cas de me juger. Je pense que chaque personne doit rester à sa place. Donc vraiment assumer aussi, assumer que vous avez mal, c'est normal d'avoir mal, donc il n'y a pas à avoir être mal à l'aise à cause de ça. C'est légitimer votre douleur. Vous avez vraiment le droit de vous sentir mal, c'est ça l'idée. Et ça sert à rien de vous culpabiliser, vraiment inutile. Donc voilà, faites-vous confiance. Et c'est pour ça que je vous dis, parler c'est bien, mais il faut vraiment savoir avec qui on parle, pour être sûr de ne pas avoir le jugement en face, parce que ça peut faire beaucoup plus de mal que de bien. Je dirais que l'avantage des thérapeutes, c'est qu'ils sont formés à ça, et
ça vous permet justement de vous sentir mieux. Après, encore une fois, il faut trouver le bon thérapeute. Il faut vous sentir à l'aise avec le thérapeute. Donc ça, c'est un autre travail. Et sinon, dans tous les cas, il faut l'exprimer. Je vous conseille vivement de l'exprimer si vous n'êtes pas capable d'en parler. Moi, c'est pas trop ma particularité d'en parler, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, là, je suis dans une grosse zone de confort. Je sors de ma zone de confort, pardon. Pour l'exprimer, vous avez d'autres façons de faire. Vous pouvez l'écrire. Vous pouvez crier, mais bon, je veux dire, juste peut-être raconter votre histoire. Donc c'est pour ça que vous pouvez l'écrire, vous pouvez la dessiner. C'est des façons de procéder, moi, qui m'aident. Je vous dis pas que ça enlève la totalité de la douleur, mais ça aide. C'est toujours pas mal. Il vaut mieux quand même exprimer votre douleur, parce que sinon, comme on dit, ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Donc c'est comme ça qu'après, on a des blocages au niveau du corps, et ça peut créer même des maladies. Donc ne vous faites pas plus de mal que vous en avez déjà. Je dirais que ce serait contre-productif, et voilà, personne ne mérite de se faire plus de mal. Vraiment, l'indulgence envers vous-même, c'est le premier pas. Parce qu'en plus, en étant indulgent avec vous-même, vous n'allez pas tolérer que quelqu'un manque d'indulgence avec vous-même. Et c'est ça qui est important. Si je parle un peu plus de mon expérience personnelle, ça s'est passé il y a longtemps, il y a plus de 10 ans. Donc j'étais voilà, je venais d'arriver à la fac. J'ai eu un souci de pilule. J'ai bêtement, et vous voyez comment les jugements de valeur arrivent vite. J'avais un compagnon à l'époque, donc j'avais 18 ans, et c'était la première fois que je prenais une plaquette de pilule, et je pensais que les premières plaquettes fonctionnaient. Parce que j'ai pas eu d'oubli de pilule, j'ai pris ma pilule tous les jours, mais pendant la première plaquette, et voilà, je suis tombée enceinte. Et bon, au départ, je pensais que j'allais faire une IVG, et je me suis pas sentie capable finalement de le faire. Je pensais pas. Pourtant, j'étais une personne, et je suis encore une personne plutôt, je dirais, dure à cuire. J'ai du mal à parler de mes émotions, et c'est vrai que voilà, je suis assez pragmatique, et j'étais très pragmatique par rapport à la grossesse. J'avais toujours dit que justement, si j'arrivais dans ce genre de situation, je ferais une IVG, parce que en fonction de la situation, et que là j'étais très jeune, et je m'étais dit, bon, ça sert à rien, je vais faire une IVG parce que je suis très jeune. Et finalement, je me suis pas sentie capable de faire l'IVG. Donc, j'ai préféré ne pas la faire, en sachant que le compagnon de l'époque m'avait menacé de me quitter si je gardais l'enfant. Bon, donc j'en ai pas parlé au départ, de garder l'enfant, et d'ailleurs personne dans mon entourage n'a été au courant pendant des années que j'avais eu un début de grossesse. Je me sentais pas capable d'en parler, parce que donc j'ai eu cette fausse couche dans excusez-moi, c'est compliqué à sortir. Ça m'a réveillée la nuit. Donc j'étais dans une studette, j'étais boursière, et
Et donc j'étais réveillée la nuit, c'était fin de nuit, un truc genre 4-5 heures du matin. Mais donc j'ai été réveillée par des crampes abdominales. Et j'ai eu beaucoup, en fait, quand j'ai allumé la lumière, j'avais du sang. Bon, au niveau des parties intimes, forcément, et sur les cuisses. Donc je suis allée aux toilettes et est sorti ce qui devait sortir. Hein. C'est une fausse couche, donc forcément, à ce stade-là, vous avez l'embryon qui sort, hein, vous le voyez. Et donc en fait, voilà, c'est très douloureux. Voilà, j'ai des souvenirs que c'était très douloureux physiquement, parce que c'est les contractions qui m'y ont fait mal. Et après, en fait, si vous voulez, c'est l'état de sidération qui arrive. Et puis honte coupable, vous comprenez pas pourquoi ça arrive, vous êtes toute seule. Moi, c'était la première fois que je viens d'une famille nombreuse, je me suis retrouvée toute seule dans une ville que je connaissais un petit peu, mais où il fallait que je fasse tout mon nouveau, des nouvelles connaissances. Enfin, voilà, j'étais en plein changement de vie et je me suis pas sentie capable d'en parler avec mes proches, alors que j'ai quelqu'un qui a vécu des fausses couches à répétition. Mais la sidération était telle que je sais juste que je me suis dit en fait que j'étais pas capable de porter la vie et que c'était mieux que personne ne sache. Comme ça, mon compagnon de l'époque, vu qu'il était pas, voilà, il n'aurait pas été au courant que j'avais pas fait d'IVG. En fait, après, vous vivez dans un espèce de mensonge. Hein, et voilà. Donc, bon, après, c'était, si vous voulez, oh, c'est compliqué, c'est compliqué. Donc, en fait, pour, on va dire, généraliser les choses, je ne me suis pas sentie capable d'en parler. Et j'ai tout de suite fait après un déni. J'ai complètement occulté cette partie de ma vie. Je ne voulais plus entendre parler de ça. Et je veux pas forcément entendre parler de bébé. Et encore aujourd'hui, hein, ça me va pas. J'ai pas fait aujourd'hui, je n'ai pas fait le deuil de la fausse couche, hein, donc du petit haricot magique là. C'est en cours, je sais pas combien de temps ça prendra, je vous l'ai dit, chacun son rythme. Mais voilà, en tout cas à l'époque je me suis pas sentie capable, et c'est vrai que j'ai occulté une partie de la fausse couche, ce que je viens de vous raconter. Voilà, je me souvenais pas du tout. Par exemple, je me souvenais pas avoir vu l'embryon, alors qu'en réalité je l'ai vu, mais le cerveau, quand vous voyez des choses qui vous traumatisent, pour être sûr que vous allez rester en vie, ce qui est trop dur pour vous, parce que c'est trop intense, pour vous éviter que vous mouriez, vous occulte la mémoire. Et c'est pour ça que quand vous faites des traumas, vous avez des fois des personnes qui font des amnésies totales ou partielles. Moi, elle était en partiel, mais c'est des choses qui arrivent. Bon, c'est revenu plusieurs années, hein, c'est revenu il y a 3 ans, hein, à ma mémoire, mais ouais, c'est toujours compliqué à vivre. Ce que j'essaie de vous dire en fait, c'est que c'est normal des fois d'avoir du mal de s'exprimer, ça arrive de pas se souvenir de tout, que ça revienne plus tard. Et après, quand on vous dit que pourquoi tu m'en as pas parlé, écoute,
la sidération était telle, et puis peut-être que la personne qui vous dit ça, vous avez peut-être pas envie de vous confier à elle, que vous en sentez pas capable, que vous avez peut-être peur d'être jugé. Il y a plein de possibilités, et peut-être que tout simplement vous n'avez pas envie d'en parler parce que c'est tellement traumatisant que ça vous coupe le sifflet. Je fais partie des personnes qui voilà, où ça m'arrive, hein, encore sur d'autres choses, quand il y a trop d'émotions, moi chacun gère comme il peut, encore une fois. Il y en a qui vont exploser, et moi j'ai plus tendance à ne plus pouvoir parler. Voilà, c'est la sidération, ça fait partie du processus. Et les personnes en face, en fait, non, il faut qu'elles respectent votre façon de gérer et de vivre les choses. C'est ça qui est le plus compliqué, je pense, c'est le fossé entre vous, ce que vous vivez, et l'incompréhension de votre entourage, et les jugements qui en découlent. Parce que voilà, les personnes ne comprennent pas forcément que vous ne leur en parliez pas. Il peut y avoir des jugements de valeur, on entend des tu aurais dû faire comme ceci, tu aurais dû faire ça, tu aurais dû me parler, voilà. Alors qu'en fait, la seule chose qu'on a envie d'entendre, c'est ok, je suis là pour toi, si tu as besoin, tu me parles. Voilà. Et c'est tout. Parce que ce qui revient, en fait, c'est quand vous vivez un deuil, et peu importe lequel, là on va extrapoler parce que c'est pas que pour la fausse couche. Quand une personne vide son sac, elle n'a pas forcément envie, elle a même rarement envie d'entendre ce que vous pensiez de la situation. Elle a juste envie de vider son sac, de se décharger. Et l'entourage, s'il s'en sent pas capable d'accueillir tout ça, il a le droit. Juste dire, écoute, je pense que je suis pas la bonne personne pour parler de ça. Je me sens mal à l'aise avec ça. Je préférerais que tu parles avec quelqu'un d'autre. C'est moins violent que de dire tu aurais dû faire ça, tu aurais pu, machin. Comparer, oui, mais machin, tu sais, ça va, ce que tu vis, c'est moins pire que. C'est moins pire que. C'est terrible. C'est terrible pour les gens qui vivent des situations de deuil. Il n'y a pas de pire, de moins, il n'y a pas de degré dans la douleur. Donc, je suis quelqu'un qui suis plutôt, on va dire, très incisive, mais à un moment, il faut aussi savoir prendre des pincettes quand la situation l'exige. Et on est humain. On est tous humains, et essayez toujours de penser que comment vous, dans cette situation, vous aimeriez que la personne en face réagisse. Voilà. Est-ce que vous aimeriez vous sentir jugé? Personne n'aime être jugé. Personne. Donc, c'est ça, voilà, c'est ce qui est compliqué. C'est pour ça que les personnes, des fois, ne parlent pas. Parce que dès qu'il y a un jugement, voilà, ça coupe la conversation. Et juste, voilà, écoutez. Je dirais, vous, l'entourage, écoutez ce que la personne est en train de vous dire. Et voilà, si vous n'êtes pas ok, vous lui dites, comme je vous ai dit précédemment. Si vous êtes ok, dites, écoute, voilà, je suis peut-être un peu maladroit, je sais pas trop comment t'aider. En tout cas, si tu as besoin, tu sais que je suis là. Et je ferai du mieux que je peux pour t'aider. Parce que personne n'a le mode d'emploi, hein. Et puis encore une fois, pour vous qui vivez le deuil, c'est compliqué. C'est très compliqué. On va terminer sur les petites astuces, entre guillemets, pour, on va dire, faire son deuil. Même si, encore une fois, certaines d'entre vous ne le feront jamais. En tout cas, apaiser un petit peu cette douleur. Je dirais déjà, il faut reconnaître la place de l'enfant. Déjà, comment vous le définissez? Est-ce que vous le définissez comme un amas de cellules? Est-ce que vous le définissez comme un embryon, comme un bébé, comme un enfant, comme voilà. Donnez-lui la place d'exister
Et arrêtons de mettre toujours ce qui nous dérange de côté, et ça vaut pour l'entourage et la société. C'est un enfant qui a existé, il faut qu'il ait... Voilà, on doit lui donner sa place. Et c'est important, c'est important. Et pour vous qui vivez le deuil, c'est important que vous lui donniez la place que vous pensez être la sienne. Si vous le considérez comme votre enfant, c'est votre enfant. Si vous le considérez comme un amas de cellules, c'est un amas de cellules, c'est vous. C'est vous qui percevez les choses, c'est vous qui ressentez. Donc à vous de définir la place de l'enfant en question. Ensuite, je dirais que pour ma part, ça a été bénéfique de nommer l'enfant. Et du coup, de définir son sexe. Sauf si vous trouvez un prénom mixte, mais je sais que moi, de déterminer le sexe de l'enfant et le prénom m'ont pas mal aidé, parce que quand on a un coup de mou par rapport à ça, et comme quand vous venez de perdre un proche, votre arrière-grand-père par exemple, qui vous saviez comment il s'appelait, que ça vous fait de la peine, vous dites son prénom, Robert, tu me manques. Voilà. Et bien là, c'est le même principe. Parce que là, on peut pas, comment vous faites pour exprimer à vous-même votre douleur quand vous n'avez pas le nom de la personne? Pour dire, tu me manques, pour dire, j'aurais tant aimé te tenir dans mes bras, j'espère que tu vas bien. Ouais, vous voyez, voilà, je pense que c'est important. Après, il y a des personnes à qui ça ne parlera pas du tout, mais voilà. En tout cas, moi, ça m'a aidé. Je dirais qu'enfin, il faut accepter la situation et accepter d'avoir mal. Il faut accepter la situation, accepter. Est-ce que ça vous permettra d'avancer? Parce que de toute façon, ça s'est passé, donc que vous l'acceptiez ou non, la vie va continuer. Et si vous l'acceptez, vous apprenez à voir le cadeau caché, ça vous permettra de plus positiver et pas toujours voir le verre à moitié vide. Et pourtant, c'est quelque chose de très douloureux. Hein. Mais moi, j'ai vu le cadeau caché en disant que effectivement, la nature avait bien fait les choses. Et encore une fois, c'est moi qui le dis, personne d'autre n'a le droit de dire ça sur ma fausse couche. C'est mon jugement de valeur, parce que j'estime, d'un point de vue très pragmatique, vu la situation de l'époque, effectivement, c'était la meilleure chose qui pouvait se passer. Et pourtant, ça me fait mal quand même, c'est de la situation. Mais ça me permet aussi d'avancer. C'est ça, le cadeau caché. C'est voir le truc positif dans tout le caca négatif que vous avez. Hein, voilà. Pour pas dire autre chose. Et puis, accepter que vous ayez mal. Accepter que peut-être vous êtes en colère, que vous trouvez ça injuste, que vous êtes triste, que vous avez peur de ne pas retomber enceinte, que vous avez peur de ne pas pouvoir être mère, de ne pas avoir cette capacité. Acceptez. Acceptez, vous êtes humaine. Donc, je dirais que c'est le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire, c'est d'accepter, hein, de manière générale. Donc voilà, je vais arrêter ici, parce qu'on doit être à plus d'une demi-heure là, je pense, largement. Et j'espère que ce podcast vous aura aidé, vous aura peut-être fait prendre conscience de certaines choses. Si vous avez des recommandations, des réactions à me partager, vous pouvez les mettre évidemment en commentaire. Si vous voulez plus de contenu par rapport à ce qu'est la naturopathie, vous pouvez aller voir mon profil Instagram corbeau_, donc c'est le tiret du 8 blanc _soleil. Et si vous avez des suggestions pour de prochains épisodes de podcast, évidemment, vous pouvez m'envoyer un message, ça me fera plaisir. Voilà. Et évidemment, partager, hein, pour d'autres personnes que ça pourrait aider. Profitons d'avoir à notre époque des moyens aussi faciles de diffuser l'information et des témoignages qui peuvent faire du bien. Donc
Voilà, je vous souhaite une belle fin de journée les petits Corbax et je vous dis à bientôt.